Ok, on va y aller. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation que j'ai appelée Un job à vie. Donc je m'appelle Maxime et aujourd'hui en 15 minutes, je vais essayer de vous apprendre à vous rendre indispensable au travail dans votre métier de développeur. Donc pour commencer, on va partir d'un postulat de base. Un développeur qui écrit du code simple, lisible, structuré, évolutif et maintenable, pour vous, c'est quoi? Une idée? À premier abord, on pourrait se dire que c'est un bon développeur. On aurait tendance à dire que c'est un bon développeur puisqu'il fait en sorte que toute son équipe puisse lire, tester, maintenir son code. Donc ça, première idée, bon développeur. En fait, ce n'est pas un bon développeur. C'est un développeur remplaçable. C'est-à-dire que à quoi bon garder un gars si le premier junior qui passe peut tester, maintenir et lire son code? On va se dire, votre chef il va se dire, ok, je vais prendre le gars qui me coûte 2 fois moins cher. Donc, tout le but d'aujourd'hui, ça va être d'apprendre à comment ne pas être ce développeur remplaçable, ce pion. Donc, je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour vous rendre indispensable au travail et pour rendre votre code suffisamment dur à lire, maintenir et tester pour que seul vous puissiez le faire. Donc, sur votre quête de votre job à vie, vous allez rencontrer des obstacles. Ok? Donc, il y en a plusieurs. J'en ai 3 principaux. Le premier, c'est l'intégration de continu, particulièrement les tests automatisés, parce qu'effectivement, ça s'assure que tous vos tests passent. Le deuxième, c'est les outils calimétriques. Sonar, par exemple, j'ai juste celui-là en exemple, mais en gros, ça s'assure que votre couverture est correcte, que vos objectifs de 80% de couverture sont remplis, etc., que vous n'avez pas écrit complètement n'importe quoi dans votre code. Et le dernier obstacle, c'est vos équipiers. Parce qu'en fait, vous pouvez vous donner tout le mal que vous voulez pour écrire un code hyper dur à maintenir. Si au moment de la revue de code, un gars voit ça, tout va tomber à l'eau, quoi. Donc, on va surtout travailler les 2 premiers points. Pour le dernier, alors c'est plus difficile. Je peux vous donner un conseil, c'est déjà essayer d'arrêter les revues de code dans vos équipes. Le deuxième, si vraiment ils insistent pour en faire, faites en sorte que le stagiaire ou l'alternant soit votre meilleur ami. Comme ça, vous pouvez lui mettre la pression pour qu'il valide vos trucs. Donc, on va attaquer les astuces. Donc, la première, c'est écrire des tests vides de sens. Alors, j'ai mis test entre guillemets parce qu'on va voir que c'est... Je ne sais pas si à ce niveau-là, on peut encore appeler ça des tests. On pourrait dire, dans ce cas-là, ne pas écrire de test, ça pourrait être une solution pour faire un code immaintenable. Le problème de ne pas écrire de test, c'est que ça se voit. Le gars qui va arriver derrière, il va se dire, OK, il n'y a pas de test, je sais que je ne suis pas safe. S'il y en a, mais qui ne servent à rien, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire son refacto. Donc, c'est quoi un test vide de sens? Bah, faut que ça y ressemble. Mais il faut que ça valide le moins possible de choses. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez faire le plus grand nombre de changements sans que vos tests sautent. Donc, écrire des tests qui testent vraiment rien, qui ressemblent et qui testent vraiment rien, c'est très très compliqué. Donc, il va falloir choisir en général une stratégie de non-test. Donc, je m'y suis essayé. Alors, gardez en tête ce bout de code, puisqu'on va l'utiliser pour les 4 astuces. Donc, c'est du Java, c'est une classe Shifumi, qui fait un seul truc, c'est ça calcule le résultat d'un combat de Shifumi entre 2 joueurs. Donc là, on peut se dire que le code est à peu près clean. Ça se débat, mais c'est lisible, tout le monde arrive à comprendre ce que ça fait. Et donc, j'ai écrit des tests vides de sens. Ça y ressemble. D'après leur nom, on dirait que c'est des tests, il y a un acte, un assert. Ça couvre tout. Là, votre chef, il est content, Sonar, il est content, tout le monde est content. Sauf que ça teste rien. Puisque si j'interchange tous les résultats possibles, tous mes tests sont au vert, tout est merveilleux, Sonar, il est toujours content. Et là, pour le coup, le gars qui va arriver derrière, il peut être vraiment induit en erreur. Donc, il y a plusieurs autres stratégies de non-test, entre guillemets. Tester que les cas passants, mettre des asserts qui n'assertent rien du tout par rapport aux tests. J'ai vu un truc sympa aussi, c'est mettre vos tests dans des try-catch sans assert fail. Comme ça, test il sert à rien. De toute façon, l'exception sera catchée. Donc vraiment, il y a tout un tas de trucs sympas. Deuxième astuce, l'art du naming. Alors là, c'est
Là-dessus, c'est votre atout numéro 1, vraiment. Parce qu'écrire du code complexe avec des énormités, c'est facilement détecté par les outils calimétriques. En revanche, pour eux, c'est hyper compliqué de détecter les anomalies dans le naming, justement. C'est-à-dire que il va falloir appliquer ça partout, tous vos paramètres, vos noms de méthodes, vos attributs, tout. On va suivre cette guideline en 5 étapes. Donc la première, c'est soyez abstrait. Donc soyez abstrait, ça veut dire des noms de méthodes qui s'appellent do stuff, exec, procédure, vraiment qui veulent rien dire. Le mot manager est pas mal. Vous pouvez mettre manager partout si ça vous amuse. Deuxième point, utilisez des acronymes. Alors sur les acronymes, on ne parle pas d'acronymes existants. Vous pouvez tout inventer, c'est-à-dire inventer vos propres acronymes. Vous faites des nomenclatures à vous que personne ne comprendra évidemment. Là-dessus, c'est vraiment hyper important. Soyez économe, les lettres ça coûte cher, donc minimisez au maximum. Comme ça, c'est d'autant plus incompréhensible. La plupart, on parle français et anglais. Mixez les langues, écrivez en franglais, tout. Si vous parlez d'autres langues étrangères, c'est encore mieux. Du franco-espagnol, ça peut être sympa, je pense. Le dernier point, c'est faites des fautes. Alors celui-là, c'est le dernier qui est un peu à la marge, parce qu'on va se dire, ok, ça sert à quoi de faire des fautes d'orthographe dans mon code? Ça empêche un seul truc, c'est que le CAI puisse chercher correctement dans votre code avec la recherche classique. Donc j'ai repris mon Shifumi de départ, et j'ai appliqué ma guideline. Et ça donne ça. Déjà là, on commence à se dire, on se pose vraiment la question de ce que ça fait, et on a du mal à identifier que ça calcule les règles du Shifumi. Donc ça, c'était pour le naming. Troisième astuce, ajouter du code inutile. Donc là ça remplit 2 points. Le premier, c'est que vous allez ajouter vraiment. Alors, je ne parle pas de code qui ne marche pas, je parle de code vraiment inutile. C'est-à-dire que, comme ça, le gars qui va relire votre code, il va se perdre dedans en lisant tout un tas de choses qui ne servent strictement à rien, si ce n'est à le perdre. Et donc, vous pourrez arriver derrière en disant « Ok, c'est bon, laisse tomber, je vais le faire, je sais m'en occuper, puisque vous, effectivement, vous connaissez le seul bloc qui sert à quelque chose. » Même peut-être, votre chef va vous féliciter d'avoir écrit le Shifumi en 1500 lignes. Sait-on jamais. Donc là, l'essentiel, c'est l'imagination. Il n'y a pas de pattern de code inutile. Il faut se laisser aller. Du coup, c'est ce que j'ai fait, toujours sur mon Shifumi. Et j'ai ajouté du code inutile. Donc là, j'ai réécrit value of de l'enum. J'ai ajouté une notion de code sur mes choix qui ne sert à rien. Et une histoire de string builder pour le check qui ne sert à rien non plus. Donc, on voit que... Et vraiment, là, le code que j'ai ajouté ne sert... Enfin, ça fait exactement pareil que la classe du début, sauf qu'il y a tout un tas de choses qui servent à rien. Dernière astuce, les commentaires. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, en général, les outils calimétriques vont vous féliciter pour en ajouter. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, c'est bien, parce que vous avez déjà tous eu, je pense, les anneaux avec écrit vous n'avez pas 25% de commentaires dans votre classe. Là, pour le coup, on va le rincer. Donc là, on va ajouter des commentaires. Alors, c'est la dernière astuce, et pour celle-là, il faut faire abstraction du peu de conscience qui nous reste. Puisqu'on va écrire des commentaires qui font peur. Mais surtout, c'est le plus important, mentez. C'est-à-dire vraiment, s'ils faisaient juste peur, ça pourrait aider le gars qui va les lire. C'est-à-dire qu'ils faisaient peur, mais qu'ils étaient véridiques, on pourrait les utiliser. Ce serait quand même un petit peu abusé. Donc écrivez des énormités, mais vraiment des énormités. Donc sur ma classe de Shifumi, de départ, j'ai ajouté des commentaires inutiles. Alors le tout.do, c'est pour que Sonar ne détecte pas les to-do et qu'il ne les relève pas. J'ai ajouté des trucs genre K supprimé avant le passage en prod. Voilà, vraiment des mensonges. Donc là, sur la classe de départ qui est lisible, les commentaires ils font pas vraiment peur. On est d'accord. Là, je veux dire, ok, il y a 2-3 conneries, mais ça reste lisible. Donc on va passer là maintenant à la dernière étape. On va prendre nos 4 astuces et on va faire ce que j'ai appelé un ultimate combo. C'est-à-dire j'ai pris ma classe Shifumi et j'ai appliqué mes 4 règles en même temps.
et ça donne ça. Et là, pour le coup, c'est impossible de détecter que ça fait du Shifumi, quasiment. Les commentaires, ils font vraiment peur. C'est-à-dire que le cas à supprimer avant passage en prod, out RPFP, là, je ne sais pas ce que c'est, moi. Donc là, vous pouvez être sûr que pour implémenter Lézard et Spock dans votre Shifumi, votre chef, c'est vous qui va appeler. Pas le premier pimpin qui passe. Donc la question, c'est, maintenant, est-ce qu'avec ça, on y est au job à vie? Moi, je pense que si vous appliquez ça partout, tout le temps, alors là, j'ai juste appliqué ça sur une classe de Shifumi qui calcule le combat entre deux joueurs. Imaginez sur une vraie appli. C'est-à-dire qu'une vraie appli où il y a des milliers de lignes de code, si vous faites ça tout le temps, je peux vous garantir que le jour où il va falloir faire une modif dedans, c'est vous qu'on va appeler et pas un autre. Le seul problème, c'est que votre job à vie va ressembler à peu près à ça, je pense. C'est-à-dire que vous serez indispensable, mais sans doute cloîtré au fond d'un bureau, entouré de vos pairs, mais de vos pairs dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire des pairs, vous n'avez pas envie d'être pair avec eux, justement. Noyé dans votre propre code, parce que certes, pour vous, ça sera plus facile à lire, mais ça restera très compliqué. Donc si je peux vous donner un conseil, soyez remplaçable. Parce que si vous voulez finir au fond d'un bureau, c'est le meilleur moyen d'appliquer mes quatre règles. En revanche, si vous voulez pas, si vous voulez avoir un job intéressant, bosser sur des trucs intéressants, quand vous écrivez un test, demandez-vous si ça teste vraiment quelque chose. Quand vous choisissez le nom d'une variable, posez-vous la question. Même si ça peut prendre 2 minutes de débattre sur le nom d'une variable ou d'une méthode, bah mine de rien, c'est important. Ça permet de s'assurer que le gars d'après, il saura le lire et qu'il pourra le maintenir. Vraiment, là-dessus, et en fait, les 4 astuces, c'est vraiment les points indispensables, c'est-à-dire les tests, la lisibilité, les commentaires. Est-ce que quand j'écris un commentaire, c'est vraiment utile? Il faut vraiment se poser la question à chaque fois. Du coup, c'est la meilleure des manières d'avoir un job intéressant, entouré de personnes intéressantes et d'évoluer dans son travail, c'est de se rendre remplaçable. Étonnamment, j'ai mis le nom de ma boîte à la fin de la presse. Parce que je me suis dit qu'au début, ça allait peut-être faire tâche un petit peu. Bon, aujourd'hui, j'ai le pull, alors ça se voit un petit peu dès le début. Donc, je m'appelle Maxime André, je suis consultant Scrum Master chez Zenica. Et merci à tous de m'avoir écouté. J'ai juste 2 petites choses à rajouter. La première, c'est que alors tout le code est dispo sur GitHub. Ça me fait de la pub, ça me fait une excellente pub. Quand j'ai écrit mes cas foireux, j'ai été obligé d'écrire des vrais tests parce que en fait, j'y arrivais pas, je me perdais dedans alors que c'était hyper simple, quoi. Et un dernier truc, c'est une source, c'est un Canadien, Roddy Green, qui a écrit un article qui s'appelle How to Write Unmaintainable Code. Il est allé encore beaucoup plus loin que moi. Vraiment, il y a une guideline complète d'Henry. Donc si vous voulez rigoler un petit peu, n'hésitez pas à les voir. Merci à tous encore. Et bon Bélix, ça y est. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, pardon. Pas de questions? Bon, mais vous pouvez faire vos retours sur l'application Voxing. Merci. Merci.